C'est justice. L'école de la République doit beaucoup à Noémie. Comme elle doit à mon jeune cousin Pierre, qui vient de nous annoncer sa mention très bien au bac, avant de retourner affronter sur un voilier l'océan particulièrement colérique de ses premiers jours de juillet 2007. Des sensations un peu plus fortes que les examens, semble nous dire son beau sourire. Oui, j'ai toujours aimé les bons élèves. Et je les ai plaints aussi. Car ils ont leurs propres tourments. Ne jamais décevoir l'attente des adultes, s'agacer de n'être que deuxième quand ce crétin d'un tel monopolise la première place, deviner les limites du professeur à l'approximation de ses cours, et donc s'ennuyer un peu en classe, subir la moquerie ou l'envie des nuls, être accusé de pactiser avec l'autorité, à quoi s'ajoutent, comme pour les autres, les embarras ordinaires de la croissance. Portrait d'un élève friandise. Philippe, en 6e, dans les années 75. Un filiforme Philippe de 11 ans, aux oreilles perpendiculaires, doté d'un énorme appareil dentaire qui le faisait zézayer comme une abeille. Je lui demande s'il a bien assimilé cette notion de langage propre et de langage figuré dont nous parlions la veille. Langage propre et langage figuré ? Bon, parfaitement, monsieur. J'ai même plein d'exemples à vous proposer. Mais je t'en prie, Philippe, nous t'écoutons. Bon, alors voilà. Hier soir, il y avait des invités à la maison. Ma maman m'a présenté en langage figuré. Elle a dit « C'est Philippe, mon petit dernier. » Je suis le dernier, c'est vrai pour l'instant en tout cas, mais pas petit du tout, plutôt grand pour mon âge même. Il a un appétit d'oiseau, c'est idiot. Les oiseaux mangent une fois leur poids par jour, à ce qui paraît, et moi je mange presque rien. Et elle a dit aussi qu'elles étaient toujours dans la lune, alors qu'elles étaient là, à table avec eux, tout le monde pouvait témoigner. Et à moi, elle m'a parlé qu'en langage propre. Tais-toi, essuie-toi la bouche, mets pas tes coudes sur la table, dis bonsoir et va te coucher. Philippe en tira la conclusion que le langage figuré était celui des maîtresses de maison et le langage propre celui des mères de famille. Et des professeurs, monsieur, précisa-t-il, des professeurs avec leurs élèves. Je ne sais pas ce qu'est devenu mon zozotan Philippe, archétype de l'élève friandise. À quoi passe-t-il sa vie ? Professeur ? J'aimerais. Ou mieux, chargé à Normal Sup ou dans un IUFM de former les professeurs à la réalité des élèves tels qu'ils sont. Mais peut-être a-t-il perdu ses dons pédagogiques, Philippe. Peut-être l'a-t-on jugé trop inventif pour enseigner. Peut-être s'est-il endormi. Peut-être s'est-il envolé. Donc, l'élève tel qu'il est, tout est là. Fais attention, m'ont prévenu mes amis quand j'ai entrepris la rédaction de ce livre. Les élèves ont énormément changé depuis ton enfance. Et même depuis la 12aine d'années où tu as cessé d'enseigner. Ils sont plus du tout les mêmes, tu sais. Oui et non. Ce sont des enfants et des adolescents du même âge que moi à la fin des années 50. Voilà au moins un point de reconnaissance. Ils se lèvent toujours aussitôt. Leurs horaires et leurs sacs à dos sont toujours aussi lourds. Et leurs professeurs, bons ou mauvais, restent des mets de choix au menu de leur conversation. 3 autres points communs. Ah, une différence. Ils sont beaucoup plus nombreux que dans mon enfance, quand les études s'arrêtaient pour beaucoup au certificat du même nom. Et ils sont de toutes les couleurs, enfin du moins dans mon quartier, où vivent les immigrés qui ont construit le Paris contemporain. Le nombre et la couleur font des différences notables, c'est vrai, mais qui s'estompent dès qu'on quitte le 20e arrondissement. Surtout les différences de couleur. De moins en moins nombreux les élèves de couleur, en descendant de nos collines vers le centre de Paris. Presque plus aucun dans les lycées qui flanquent le Panthéon. Très peu d'élèves black ou beurre dans nos centres-villes, la proportion de la charité, disons. Et nous voici ramenés à la blanche école des années 60. Non, la différence fondamentale entre les élèves d'aujourd'hui et ceux d'hier est ailleurs. Ils ne portent pas les vieux pulls de leurs grands frères. La voilà, la vraie différence. Ma mère tricotait un pull vert à Bernard, qui, ayant grandi, me le refilait. Même chose pour Doumé et Jean-Louis, nos aînés. Les chandails de notre mère constituaient l'inévitable surprise de Noël. Il n'y avait pas de marque, pas d'étiquette pull maman. Pourtant, la plupart des enfants de ma génération portaient des pulls maman. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est grand-mère marketing qui habille grands et petits. C'est elle qui habille, nourrit,
désaltère, chausse, coiffe, équipe, tout un chacun. Elle qui barde l'élève d'électronique, le monte sur roller, vélo, scooter, moto, trottinette. C'est elle qui le distrait, l'informe, le branche, le place sous transfusion musicale permanente et le disperse aux quatre coins de l'univers consommable. C'est elle qui l'endort, c'est elle qui le réveille, et quand il s'assied en classe, c'est elle qui vibre au fond de sa poche pour le rassurer. « Je suis là, n'aie pas peur, je suis là, dans ton téléphone. Tu n'es pas l'otage du ghetto scolaire. » Un enfant est mort dans les années 70. Appelons-le l'enfant Jules, du prénom de Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique entre 1878 et 1883. Nous faisons comme si l'enfant Jules était immortel et daté de toute éternité. Mais il fut conçu il n'y a guère plus d'un siècle, et je réalise avec stupeur qu'il aura vécu moins longtemps que ma vieille maman. Imaginé par Rousseau vers 1760, sous la forme d'un prototype mental prénommé Émile, il fut mis au monde un siècle plus tard par Victor Hugo, qui se faisait un devoir d'arracher les enfants au travail où les enchaînait le monde industriel naissant. « Le droit de l'enfant, c'est d'être un homme », écrivait Hugo dans Les Choses vues. « Ce qui fait l'homme, c'est la lumière. Ce qui fait la lumière, c'est l'instruction. Donc, le droit de l'enfant, c'est l'instruction gratuite, obligatoire. » Dans la fin des années 1870, la République fit asseoir cet enfant sur les bancs de l'école laïque, gratuite et obligatoire, pour que fussent satisfaits ses besoins fondamentaux, lire, écrire, compter, raisonner, se constituer en citoyen conscient de son identité individuelle et nationale. L'enfant Jules avait 2 casquettes. Il était écolier en classe, fils ou fille dans sa famille. La famille avait à charge son éducation, l'école, son instruction. Ces 2 mondes étaient pratiquement étanches et l'univers de l'enfant Jules l'était aussi. Il assistait sans la moindre documentation au terrifiant bourgeonnement de l'adolescence. Il se perdait en conjectures sur les particularités de l'autre sexe. Il imaginait beaucoup et corrigeait avec les moyens du bord. Quant à ses jeux, la plupart relevaient de sa seule faculté à les imaginer. Sauf cas exceptionnels, l'enfant Jules ne participait pas aux préoccupations affectives, économiques ou professionnelles des adultes. Il n'était ni l'employé de la société, ni le confident de la famille, ni l'interlocuteur de ses professeurs. Bien entendu, comme tous les univers, cette société si corsetée n'était simple qu'en apparence. Le sentiment y filtrait par quantité d'interstices pour lui conférer son humaine complexité. Reste que les droits de l'enfant Jules se limitaient à celui de l'instruction, et ses devoirs à être un bon fils, un bon élève, et, le cas échéant, un bon mort. Sur une armée de 6 millions d'enfants Jules, 1 350 000 furent massacrés entre 1914 et 1918, et la plupart des autres n'en revinrent pas entiers. L'enfant Jules vécut 100 ans, 1875-1975, en gros. Arraché à la société industrielle pendant le dernier quart du XIXe siècle, il fut livré 100 ans plus tard à la société marchande qui en fit un enfant client. Il existe 5 sortes d'enfants sur notre planète aujourd'hui. L'enfant client chez nous, l'enfant producteur sous d'autres cieux, ailleurs l'enfant soldat, l'enfant prostitué, et sur les panneaux incurvés du métro, l'enfant mourant, dont l'image, périodiquement, penche sur notre lassitude le regard de la faim et de l'abandon. Ce sont des enfants, tous les 5, instrumentalisés, tous les 5. Parmi les enfants clients, il y a ceux qui disposent des moyens de leurs parents et ceux qui n'en disposent pas, ceux qui achètent et ceux qui se débrouillent. Dans les 2 cas de figure, l'argent étant rarement le produit d'un travail personnel, le jeune acquéreur accède à la propriété sans contrepartie. C'est cela, l'enfant client. Un enfant qui, sur quantité de terrains de consommation identiques à ceux de ses parents ou de ses professeurs, habillement, nourriture, téléphonie, musique, électronique, locomotion, loisirs, accède sans coup férir à la propriété privée. Ce faisant,
Il joue le même rôle économique que les adultes qui ont à charge son éducation et son instruction. Il constitue comme eux une part énorme du marché. Il fait comme eux circuler les devises. Le fait que ce ne soit pas les siennes n'entre pas en ligne de compte. Ses désirs, autant que ceux de ses parents, doivent être sollicités et renouvelés en permanence pour que la machine continue de tourner. De ce point de vue, il est un personnage considérable, client à part entière. Comme les grands. Consommateur autonome, dès ses premiers désirs d'enfant, dont la satisfaction est censée mesurer l'amour qu'on lui porte. Les adultes, même s'ils s'en défendent, n'y peuvent pas grand-chose. Ainsi va la société marchande. Aimer son enfant, cet enfant chez nous si désiré que sa naissance creuse en ses parents une dette d'amour sans fond, c'est aimer ses désirs, lesquels s'expriment vite comme des besoins vitaux. Besoin d'amour ou désir d'objet, c'est tout comme, puisque l'épreuve de cet amour passe par l'achat de ces objets. Le désir d'enfant. Tiens, voilà une autre différence entre l'enfant d'aujourd'hui et celui que je fus. Ai-je été un enfant désiré? Aimé, oui, à la façon de ma lointaine époque, mais désiré? Quelle tête ferait ma vieille maman, dont nous venons de fêter les 101 ans? Décidément, j'écris ce bouquin trop lentement. Si je lui demandais en passant, à propos, ma petite mère, m'as-tu désiré? Oui, tu m'as bien entendu. Ai-je été un enfant expressément voulu par toi, par papa, par vous deux? Je vois son regard se poser sur moi. J'entends le long silence qui s'ensuivrait. Et, question pour question, dis-moi, tu t'en sors bien, toi, dans la vie? Si je creusais un peu, j'obtiendrais à la rigueur quelques précisions événementielles. Oh, c'était la guerre. Ton père était en permission, puis il nous a déposés à Casablanca, tes 3 frères et moi, pour aller débarquer avec la 7e armée américaine en Provence. C'est à Casablanca que tu es né, toi. Ou encore, en bonne mer du Sud, j'avais un peu peur que tu sois une fille. J'ai toujours préféré les garçons. Mais savoir si je fus désiré, non. Il y avait un adjectif pour qualifier ces questions à cette époque, et dans ma famille. Elles étaient saugrenues. Bien, revenons à l'enfant client, et mettons les choses au point. En le décrivant, je ne cherche pas à le présenter comme un sybarite méprisable et décervelé. Je ne prêche pas non plus le retour au pull maman, aux jouets en fer blanc, aux chaussettes reprisées, aux silences familiaux, à la méthode Ogino et à tout ce qui fait que la jeunesse d'aujourd'hui imagine la nôtre comme un film en noir et blanc. Non, je me demande seulement quel genre de cancre j'aurais été si le hasard m'avait fait naître, disons, il y a une 15aine d'années. Aucun doute là-dessus. J'aurais été un cancre consommateur. À défaut de précocité intellectuelle, je me serais rabattu sur cette maturité commerciale qui confère aux désirs des adolescents la même légitimité qu'à ceux de leurs parents. J'en aurais fait une question de principe. Je m'entends d'ici. Vous avez votre ordinateur, j'ai bien le droit au mien, surtout si vous voulez pas que je touche le vôtre. Et on m'aurait cédé, par amour. Amour dévoyé? Facile à dire. Chaque époque impose son langage à l'amour familial. La nôtre prescrit la langue des objets. N'oubliez pas le diagnostic de grand-mère marketing. Il y va de son identité. Comme bon nombre d'enfants ou d'adolescents que j'entends un peu partout, j'aurais su convaincre ma mère que ma conformité au groupe, donc mon équilibre personnel, dépendait de tel ou tel achat. « Maman, il me faut absolument les dernières NNN. » Ma mère aurait-elle voulu faire de moi un paria? Mes piètres résultats scolaires n'y suffisaient-ils pas? Fallait-il vraiment en rajouter? Maman, je te jure, j'aurais l'air d'un blaireau sinon. Correction, blaireau date un peu. J'aurais l'air d'un bolos. Ça va pas le faire. En son temps, Michel Audiard aurait parlé de cave ou de loque du. Maman, si tu me paies pas ces pompes, ils vont me prendre pour un cave. Et ma mère aimante aurait cédé. Seulement, il y a une 15aine d'années, aurais-je été le dernier né d'une fratrie de 4, m'aurait-on désiré? M'aurait-on accordé mon visa de sortie? Question de budget, comme le reste.